Il y a des écrivains qui savent réveiller les morts en déterrant les mots. Dimitri Bortnikov est de ceux-là. Peut-être parce qu'avant d'être écrivain, il a mis ses yeux dans la vie, trempé ses mains dans le cambouis de la mort. Mais peut-être aussi que c'est juste un écrivain qui a du style, un style qui sent le goulag et l'explosion nucléaire d'une famille qui s'appelle la Russie. Né à 2 pas de la Volga en 68, Dimitri Bortnikov, échoué sur les rives de la Seine en 2000, pourrait devenir un collectionneur de prix littéraires. Après le syndrome de Fritz, notamment récompensé par le Booker Prize russe, puis Svinnobour et Furioso, il publie en français chez Alia le très étonnant Repas des morts, un récit fragmenté qui met en scène un monde soumis à la grande faucheuse, extrêmement jouissif. En sol majeur. Je me masturbais quand mon père a appelé. J'avais pas la force de me lever pour baisser le son du porno. Il y avait même un chien joyau, comme un jeune ours, et une femme qui évidemment gobait son sperme. C'était long. Il frémissait, gueule souriante. La femme parlait en allemand, puis en français, puis il s'est allongé les jambes en l'air, écartées comme pas possible, et il riait caressant le ventre de cet ours chien, qui léchait mélancoliquement la plaie fumante. Et là, mon père a appelé. Bonjour Dimitri Bortnikov. Здравствуйте. Здравствуйте. C'est extrêmement gonflé d'ouvrir un roman sur une scène de masturbation dérangée par le paternel. C'était le but ? Non, c'était pas le but parce que il faut faire part des désirs et des appétits. À cette époque-là, j'avais des grands désirs et des petits appétits. Là, en ce moment, j'ai plutôt les grands appétits et pas du tout désir. Ça donne en tout cas envie de passer à table, si j'ose dire, et puis oui, de découvrir votre univers d'écriture et de vie. C'est ce qu'on va faire, mais on va d'abord s'offrir un suspense de 3 minutes qui va ressembler à une valse russe signée Shostakovich, car vous adorez les valses russes, Dimitri. Ah oui, j'adore danser et j'aime les valses. On danse ? On peut danser, oui.
La célèbre valse numéro 2 de Dmitri Shostakovich sur RFI est dans la steppe intime de Dimitri Bortnikov. C'est vrai qu'il y a un conciliabule, on dirait aujourd'hui, entre les Dimitri. Dimitri, notre invité en sol majeur, lui qui écrivain né il y a 43 ans à Samara, c'est à plus de 800 km de Moscou en Russie. Faites-vous le métier que vous rêviez de faire enfant? Oh là, ça m'a tellement ému les valses de Shostakovich que là. Vous êtes parti dans votre tête. Est-ce que vous êtes écrivain parce que vous le désiriez enfant? Pas du tout. Je voulais jamais être scribouillard ni bousier qui roule son merde pour faire le boule de neige et pour vendre ce boule de neige. Je voulais jamais être écrivain. C'est votre définition de l'écrivain, ça? Oui, pour moi, c'est scribouillard, scribe, gratte-papier, tout ce que vous voulez, mais pas un homme honnête. Je voulais être médecin. Ouais. Je voulais être médecin, mais pas parce que je voulais être garagiste de la santé. Je voulais soigner et je savais soigner. Je voulais être médecin parce que ma mère était médecin, mon grand-père de côté paternel était médecin, mon grand-père de côté paternel était médecin aussi. C'était vétérinaire, exactement. Oui, mais l'autre grand-père, on saute la génération, il était médecin et mon grand-père allemand était vétérinaire. Je voulais pas être vétérinaire parce que je voulais bien quand même parler avec mes patients. Je voulais jamais être écrivain, je voulais jamais écrire, je voulais jamais. Alors vous vouliez être médecin, mais ça a raté? Ça a raté, oui, ça il faut arrêter parce que j'étais jeune et je voulais partir faire mon service militaire parce que j'étais gros. J'étais vraiment. C'est quoi le rapport? Ah bah parce que je voulais maigrir. Je voulais maigrir. Et de toute façon, la jeunesse, c'est toujours héroïsme. C'est toujours une sorte d'enthousiasme. Et j'étais très enthousiaste à cette époque-là. J'avais les désirs et les appétits. Et donc vous faites 2 ans dans l'infanterie. Est-ce que vous en gardez des cicatrices intérieures et extérieures? Oui, il y en avait des cicatrices, notamment dans le repas de mort. Il y avait quelques bons pansements. Mais le problème des écrivains, parce qu'on va parler des écrivains quand même, parce que je fais partie. Il y a 2 sortes d'écrivains. Il y a des tricheurs, et il y a des vrais blessés. Et de toute façon, on respire tous par les blessures. Les tricheurs, ils bandent leurs blessures qui n'existent pas. Ils vendent les bandeaux. Moi, je bande rien du tout. Vous êtes un vrai blessé. Je suis un vrai blessé, mais je prostitue pas mes blessures. Voilà. Et il faut se taire pour bien écrire. Il faut se taire. Qui vous a élevé, Dimitri Bortnikov? C'est mon arrière-grand-mère qui était aveugle de naissance, qui m'a aimé profondément, sans jamais pouvoir me voir. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette grand-mère aveugle? Elle m'a appris à marcher, elle m'a appris à pisser debout, elle m'a appris à nager, et elle m'a appris à être aussi quelqu'un de très responsable, parce que j'étais responsable d'elle à partir du moment quand je pouvais lâcher sa jupe en marchant. J'ai pris sa main et c'est elle qui était mon enfant. La Russie de votre enfance, si on donne une image, si on donne un paysage, est-ce que c'était la grande steppe? Oui, c'était la grande steppe. En fait, c'est la grande table entre Moscou et jusqu'au mont d'Oural. Vous pouvez voir de Moscou jusqu'au mont d'Oural. C'est la steppe, c'est mon enfance, la steppe c'est moi, et j'ai réussi à contrebander ma steppe ici. Ce qui fait que... Vous avez réussi à faire quoi? À contrebander ma steppe ici. Ça veut dire quoi? Contrebander, ça veut dire contrebander. Je suis une sorte de contrebandier. D'accord. De la littérature.
Et je me bats toujours contre la littérature. Si votre arbre généalogique était un arbre véritable, ce serait lequel? Est-ce que ce serait plutôt le mélèze de Sibérie, plutôt le bouleau? Oh non, c'est une sorte de bonsaï, quoi. Ce serait une bonsaï, mais avec des racines les plus profondes. Alors pourquoi vous dites ça? C'est quoi l'histoire de cet arbre? Parce que il y a deux branches tellement différentes que je ne sais pas comment j'arrive à me servir de mes deux mains. Parce que de côté paternel, je suis issu d'une famille, d'une petite noblesse, mais quand même d'une noblesse riche, pour les paysanneries russes, c'était une famille riche. Et de côté maternel, donc de côté de mon arrière-grand-mère maternelle qui m'a élevé, je suis issu d'une famille de serfs, carrément. Et mon arrière-grand-mère, elle était née dans une famille de serfs. Elle n'était plus serf, mais elle était tellement pauvre. Ici, vous êtes né dans une famille de serfs, aveugle de naissance, une femme. Là, c'est pour survivre, il faut concocter quelque chose, un miracle. Il y a eu un miracle presque, c'est la révolution d'octobre. C'est la révolution d'octobre qui a tout touillé en Russie. Et deux morceaux se sont rencontrés dans cette soupe infernale. C'était mon père et ma mère qui faisaient leurs études ensemble dans une école. A, B, V, C, G, D, E, E, F, G, G, Z, H, I, K, J, L, K, M, L, M, N. 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 N comme narration. Vous tous, mes morts, ça déboule dans ma tête. Vous êtes tous venus. Toi, grand-père, tu dors tranquille, tu peux. Toi, qui as fait 2 guerres dans les forêts glaciales de Finlande avant. Et puis la grande, la plus grande, t'as vidé la coupe, toi, une fois pour toutes. Une fois revenu à la maison, tu faisais un enfant et tu repartais. Dans les forêts enneigées, tu tuais et ensuite tu rentrais et tu faisais encore un gosse. Tu repartais. Et là, c'était la grande guerre. 2e pour toi. Tu faisais un bébé et là-bas tu tuais. C'était un équilibre, oui, un équilibre fou. Là-bas, t'as essayé de ne pas faire le con, tu tuais et basta. Pas de dribble. À la maison, tu mettais ta femme enceinte. Ça a duré 4 ans la guerre. Extrait en sol majeur de Repas de mort, votre nouveau roman, Dimitri Bortnikov. Alors on peut supposer que vous avez déterré vos morts à vous, vos morts personnelles, comme ce grand-père par exemple, dont vous venez de parler peut-être, pour vous débarrasser de ces fantômes encombrants. De quoi vous êtes parti? Quel était l'argument de départ? J'étais extrêmement souffrant après une histoire d'amour avec une pute russe. Et bon, c'est déjà une pute. C'est un exploit, une pute russe. Surtout si elle est blonde, c'est encore un autre exploit. Donc c'est presque la trinité infernale. Pute, blonde et russe. Donc j'ai réussi à survivre, mais dans l'écriture de ce roman. Et je sais pas de quoi j'ai Vous n'êtes pas parti avec un projet? Non, pas du tout, non. J'étais pas enceinte d'un projet. J'étais plutôt vide. C'est-à-dire qu'avec une pute, c'est difficile de tomber enceinte. Voilà. Mais pour un homme, ce qui compte, c'est de essayer d'emmagasiner et surmonter, renaître chaque fois après une histoire d'amour. Mais maintenant, c'est bon, c'est fini pour moi. Je sais maintenant que l'amour, ce n'est qu'une locatrice dans la maison de la mort, mais c'est la mort qui tient les meubles. Il faut payer la mort, pas l'amour. Il y a une belle dialectique là. Le narrateur s'appelle Dim, c'est lui qui, dans la scène d'ouverture, se masturbait tout à l'heure, au moment où il recevait un coup de fil de son père. Alors ce Dim, il a de multiples identités, il est soldat dans l'armée, il est dans l'armée russe, il est macro, il est prof de lettres, il a sans doute un côté Dimitri Bortnikov. Est-ce que vous vous êtes amusé avec la dimension autobiographique? Oui, j'ai essayé de faire quelques dimitreries avec ce Dim. Et c'est quoi des dimitreries? Des dimitreries, je vais vous dire. Par exemple,
j'étais un cuisinier aussi. Je faisais la cuisine pendant trois mois sur un bateau qui vaguait sur la Volga. Et j'ai oublié. Mais après être venu en France, j'ai rencontré une comtesse russe, pas dans le métro évidemment, qui m'a proposé de faire la cuisine pour elle. Et voilà, je faisais la cuisine pour elle. Mais dès qu'elle a su que j'ai écrit, elle m'a dit, écoute, mon petit, il faut que tu écrives. Pour faire la cuisine, il faut avoir la vraie faim. Parce que la vraie faim, c'est le meilleur cuisinier. Voilà. Mais si tu as vraie faim, un jour, il y a toujours un couvert pour toi, tu auras toujours ta place à ma table. C'était très gentil de sa part. Voilà, j'ai abandonné ce métier et je me suis mise à écrire. C'est ça une dimitrerie alors? C'est une des dimitreries. Ça produit un écrivain qui est donc, si je résume, un blessé affamé. Vous savez... On a une belle image de vous. Oui, alors, oui. Vous êtes dans la traversée de l'écriture avec effectivement sur le dos tous ces cadavres familiaux, père, mère, grands-parents, enfants et même animaux. Et maintenant qu'on sait que vous êtes un peu un écrivain parce que vous êtes au départ un médecin raté, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de cause à effet? C'est-à-dire, est-ce que le médecin n'a pas un peu vampirisé l'écrivain? J'aimerais bien j'aimerais bien de subir cette vampirisation. Oui, j'aimerais bien mourir mourir en écrivant et renaître en médecin. Ça c'est très bien. Mais de toute façon. Mais pourquoi cette hantise des cadavres? Ceux des nouveau-nés, ceux des animaux. Parce que vous savez, en Russie, la mort, elle est pas si escamotée qu'ici. Parce que la Russie, c'est le pays où il y a beaucoup de matière. Et pas assez d'esprit pour animer la matière. Tandis qu'ici, il n'y a pas beaucoup de matière, il n'y a que l'esprit. Mais bon, on va pas parler d'esprit. Et pour escamoter, pour cacher la matière, qui est la mort aussi, qui est notre corps, il faut le cacher. Donc, c'est pour ça, là où vous perdez les repères entre la matière et l'esprit, il faut retourner dans la matière. Alors, est-ce que vous diriez que votre littérature est en somme un révélateur de la société russe? C'est une révélation plutôt de la société tout court. Tout court, pas que les Russes, tout court. Parce que j'écris en français, j'écris pas en russe. Oui, on y reviendra tout à l'heure sur le français. Le plus grand chef-d'œuvre de la littérature n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette définition de la littérature signée Cocteau? Non, je pense pas, parce que Cocteau c'est pas mon toutou là, non, pas du tout. Moi, je préfère la définition de Marcel Proust. Et ce serait très prétentieux de ma part de dire que Monsieur Proust soit mon toutou. Mais n'empêche qu'il a donné une très très belle définition qu'il faut tatouer. Il faut que chaque écrivain tatoue cette expression sur le corps de son bien-aimé pour le voir toujours. Les vrais chefs-d'œuvre doivent être écrits toujours en langue étrangère. Tchaïkovski pour valser avec notre invité Dimitri Bortnikov. Jusqu'au journal, on se retrouve dans 3 minutes. Les auditeurs Nikov nous racontait sa Russie d'autrefois avec tous ces vivants d'autrefois, tous un peu déglingués, désargentés, complètement désorganisés, évidemment, à l'image d'une Russie qui n'est déjà plus qu'un souvenir romanesque pour Dimitri le Parisien. Mais du coup, la littérature de Dimitri Bortnikov est un vrai champ de bataille. Son repas de mort qu'il vient de publier en témoigne. Alors attention, s'il s'avance vers vous, c'est comme un ouvreur de tombes et pas comme un croque-mort, à se demander s'il est un tout petit peu du côté de la vie, lui qui écrit quand même pour les morts. Vous savez quoi, Dimitri ?
j'ai envie de jouer avec vous à J'aime pas. Très bien. On essaye ? Oui, on va jouer. Vous aimez l'alcool ? Pas du tout. Et parce que ça vous rend bête, parce que vous éprouvez une sorte de surpuissance, et après vous dites des bêtises, et il faut payer à la fin. Vous aimez avoir le vertige ? Oui, ça par contre, oui, j'aime bien. J'aime pas le sol, c'est que la chute qui m'intéresse. Ça veut dire j'aime bien shooter. C'est avoir vertige. J'aime bien de tomber. C'est-à-dire que vous aimez bien aussi vivre en hauteur. Oui. Je vis au 27e étage et il y a des tentations parfois. Est-ce que vous aimez danser ? Ah oui, j'aime beaucoup. J'étais professeur de danse, mais pas parce que pour gagner ma vie. J'aime danser, j'aime glisser, j'aime être mené et mené. J'aime ça. Oui. Est-ce que vous aimez les hommes ? J'aime les hommes, mais je préfère la compagnie des femmes, bêtement. Parce que Tolstoï disait qu'il vaut mieux préférer la compagnie des hommes. Mais moi, je préfère la compagnie de femmes. Et en cela, je suis anti-Tolstoï. Anti-Tolstoï ? Oui, anti-Tolstoï. Je suis pas fasciné par lui, ça marche pas sur moi, sa magie. Dostoïevski, oui, par contre, mais Tolstoï, non. Est-ce que vous aimez Saint-Germain-des-Prés ? De loin. J'aime Saint-Germain-des-Prés, mais de loin. Globalement, vous dites, je sais pas si c'est une provocation, mais vous dites vous-même être extrêmement classique, ça c'est vrai, déjà au niveau de vos choix musicaux, c'est vrai, et réactionnaire. Je pense qu'il n'y a pas la contradiction est juste entre deux clichés. Je suis très classique. Ça veut dire la modernité pour moi, elle n'existe pas vraiment. C'est juste la technologie. Et donc il faut choisir entre la technologie et la vie. J'aime pas la vie, mais j'aime ce qui est vivant. Donc pour moi, la tradition, c'est quelque chose de très vivant. Et tout ce qui est la vie, que nous on nomme la vie, c'est de la littérature de très bas étage, de chiottes, quoi, pour moi. Donc la modernité, pour moi, c'est la littérature de chiottes. Mais pour celui qui est constipé il y a 10 ans, bon... On a compris. Oui. Donc c'est ça, être réactionnaire ? Eh oui. J'aime pas tout ce qui est révolutionnaire. Je suis contre-révolutionnaire, mais en ce moment-là, pour être vraiment classique et traditionnel, il faut être révolutionnaire. Parce que tout le monde est révolutionnaire maintenant. Il faut être encore plus révolutionnaire. Vous êtes contre quoi en ce moment ? Je suis pas contre ni pour, je suis juste jusqu'au boutiste, quoi. Je vais jusqu'au bout. On va retourner à vos amours éternels, la musique classique, avec un extrait de l'Élixir d'amour de Donizetti. Ça va nous changer un petit peu des valses russes. Je risque de pleurnicher un peu. C'est vrai ? Vous aimez pleurer aussi ? Non, pas du tout. J'aime pas. J'aimais les gouttes artificielles même le matin. Mais là, on n'est pas au 26e étage, donc il n'y a pas trop de risques. On est dans l'Italie romantique du 19e siècle. Ça vous parle tout ça ? Oh, ça me parle. Donizetti, même si c'est léger, mais quand même c'est très profond. C'est parti. Donizetti interprété par Pavarotti en sol majeur sur RFI.
Vous pleurez presque, Dimitri. Vous avez même sorti le mouchoir. Je pleure à l'intérieur. Ouais, c'est la Comme première un fois vrai que je dois avoir un mouchoir en tissu depuis 20 ans. Bah oui. Le bel canto d'un Donizetti en sol majeur servi par Luciano Pavarotti sur RFI et pour servir Dimitri Bortnikov, né sur les bords de la Volga qu'il regarde aujourd'hui couler sous ses doigts de romancier francophone. Stel je voor een Big Bang nummer 2. Je bent de enige overlevende en je komt opeens een alien tegen die nog nooit van Frankrijk heeft gehoord. Wat ga je zeggen? Imaginons un Big Bang numéro 2. Vous êtes le seul rescapé, vous croisez une créature de l'espace qui n'a jamais entendu parler de la France. Que lui dites-vous? N'est jamais venu ici. Repartez. Ah bon? Repartez. Vous trouvez que c'est pas un bon endroit pour atterrir, la France? Si c'est une femme, oui. Ah, voilà. Si c'est un homme, non. Sérieusement, ça fait plus de 10 ans maintenant que vous êtes là, Dimitri. Quel regard vous portez sur la France? Plutôt un regard d'un aveugle. Je tâte. Et vous sentez quoi? Je sens des choses très mous, mais en même temps chaud. La France ne deviendra jamais, pour moi, deuxième mère, mais ce sera une marâtre tendre pour moi. C'est pas sympa, ça, une marâtre en général, hein? Si, une marâtre tendre, c'est C'est trop tard pour qu'elle devienne une seconde mère, vous diriez? C'est trop tard. Pour mon fils, oui. C'est une mère, la France. Il est né ici, mais pour moi, non. Vous n'êtes pas un francophile à la base, hein? Vous êtes plutôt anglophile. Je suis anglophile. Oui. Pour quelle raison vous avez atterri ici en 99, en fait? Parce que je voulais pas, j'avais pas les couilles d'aller jusqu'à l'Angleterre. Même si j'aime l'Angleterre, j'aime les îles, puisque moi-même, je suis une île. Et les îles, ils se rassemblent. Mais il s'avère que voilà, je suis en France, j'ai pas osé à aller jusqu'à l'Angleterre. Mmh. Donc vous avez vécu, si mes calculs sont bons, les dernières années du bloc soviétique et puis sa dislocation. C'est une belle période pour vous, ça, ou pas? Moi, ça m'a pas du tout, ça m'a touché pas du tout. Ah oui, pas non. plus que ça. Non. C'est juste un morceau d'histoire en même temps, mais. Voilà, mais ce morceau-là, ça m'a, pour moi, c'était rien, cette morceau-là. Vous en faites un peu beaucoup, là, quand même, non? Non. Hein? Non, pour moi c'était rien. Union soviétique, quand vous vivez, mais vous savez une vomissure, est-ce que elle fait partie de vous ou pas? Moi je vomis la Russie de Union soviétique, si j'ose dire, et j'ai rien à voir, et elle a rien à voir avec moi. Ni chute de Berlin, quoi. Ni chute de mur du Berlin, je voulais dire. D'accord. Ça m'a pas du tout touché. En arrivant en France, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, vous avez fait 1000 boulots, dont cuisinier chez une comtesse russe. C'est assez romanesque. C'est là que vous avez appris le français. C'est là. C'est elle qui m'a incité tout de suite pour que je parle. C'est elle qui m'a envoyé au marché Edgar Quinet pour que je puisse lui acheter un poisson, 300 grammes de poisson qui s'appelle colin. Et elle me dit ne te trompe pas, prononce bien. Bon, j'arrive, il y a des Bretonnes très costaudes qui me disent qu'est-ce que tu veux mon petit? Je dis 300 grammes de et je suis bloqué, je dis 300 grammes de câlin. Et évidemment, toutes les Bretonnes tombent comme des dominos. Et pendant un mois, j'étais bloqué complètement, je parlais pas. Parce que j'avais peur de commettre une faute grave en demandant quelque chose à une femme française. Mais il s'avère que il faut pas même demander, il faut prendre. Vive les comtesses russes en tout cas. Ah, alors oui. là-bas vous avez appris aussi, vous saviez sans doute faire les soupes et vous avez fait le borsch notamment à un certain Gorbatchev, dont vous étiez proche apparemment. J'étais pas proche, j'étais à la distance d'une cuillère de lui, ou une louche. En même temps, le manche vous a intimé, si j'ose dire, d'écrire un jour. C'est lui qui vous a dit il faut que vous écriviez.
Oui, parce que j'avais une sorte de répartie assez rapide et contre sa femme, parce que il commençait en rigolant, se chamailler un petit peu à table. Et moi, je prends toujours la partie, malheureusement, la partie des gentils. Il était très gentil. Mikhail Sergeyevich Gorbatchev, très gentil. Et moi, j'ai répondu à sa place, parce que il fallait quand même lui laisser le temps de manger. Sa femme, elle mangeait rapidement, et moi, je parlais à sa place. Et après avoir parlé, en rigolant, il a dit merci. Votre russe, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu le russe, pareil. Et il fallait que vous écriviez. Et ma comtesse m'a fait un clin d'œil. C'est-à-dire que vous êtes aussi cru en russe que vous l'êtes en français. Ça, c'est une nouvelle. Si Gorbatchev, en tout cas, fait partie de l'histoire avec un grand H, il y en a un qui voudrait bien y entrer, c'est Vladimir Poutine. Je voudrais vous remercier d'avoir réagi d'une manière positive à cette proposition. Que je sois candidat à la présidence de la Russie, c'est un grand honneur pour moi. Les opposants n'ont pas de programme unifié, pas de moyens clairs et compréhensibles d'atteindre des objectifs qui ne sont pas clairs non plus, et n'ont pas de gens capables de faire des choses concrètes. Dans une telle situation, le discours de l'opposition qui ressort vise à délégitimer et d'évaluer tout ce qui se passe dans la sphère publique, y compris et avant tout le processus électoral, les élections. Ah, ça bouge en Russie. On a vu en décembre dernier une grosse vague de protestations raillées, comme il se doit, par l'homme fort du pays, le candidat Vladimir Poutine, candidat au présidentiel. Vous, Dimitri Bortnikov, vous êtes loin de tout ça, mais en même temps jamais tout à fait très loin. Vous êtes quand même l'enfant d'une famille qui a souffert sur 4 générations du politique. Donc un Poutine, vous en pensez quoi, même de loin? De loin, penser, c'est, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais je dois vous dire que l'ours est déjà sorti de sa cage. Et maintenant, il faut pas faire des marioles, et Poutine sera le président. Et quand il sera le président, il va monter sur les gradins, et la public va se mettre en boule. Hein. C'est un tsar pour vous. C'est un tsar. Évidemment, c'est un tsar, parce que la Russie, il n'a jamais produit des non-tsars. C'était l'empire, et c'est bien qu'il y reste empire. Ah bon? Oui, ouais. C'est terrible ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi c'est terrible? Pourquoi c'est bien l'empire? L'empire, c'est bien, c'est grand. Et vous êtes nostalgique de ça? Je suis pas nostalgique. Je dis que j'aime les choses qui disparaissent. J'aime ce qui disparaît. Mais qu'est-ce qui va après la Russie va devenir comme une France. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et où Français vont passer leurs vacances? Cindy, Cindy biga, mawa chengaraga, mawa tengaraga, nan lebgun wame. Cindy, Cindy biga, Cindy, Cindy biga, mawa chengaraga, mawa chengaraga. Est-ce que vous pouvez me fredonner une comptine de votre enfance? Oui. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, едут и смеются, песенку поют. Vous avez bercé votre fils avec ça? Oui, pas qu'avec ça, j'ai bercé mon fils avec une furtiva lagrima, entre l'autre. Oui. À qui vous parlez russe aujourd'hui? À mon fils et à mon père, qui est encore vivant. Alors moi, je suis fascinée un petit peu en vous lisant, Dimitri Bortnikov, dans Repas de mort, car c'est votre premier roman en français. C'est un état roman.
C'est mon premier roman. Voilà. Et je trouve que c'est une belle combinaison entre la langue française et quelque chose de l'âme russe, toujours au bord de l'apocalypse. On dit ça en général, de l'âme russe, toujours au bord du nihilisme, toujours au bord du vide. Vous diriez que la langue française, c'est un bon outil pour vous, pour exprimer justement cette âme russe? Oui. Parce que pour moi, la langue française, c'est une sorte de masque. Et pour mieux exprimer mon intérieur, il faut que je cache mon extérieur. Pour faire ce que vous n'oserez jamais faire à visage ouvert, il faut mettre une masque. En même temps, je trouve que vous avancez quand même très démasqué. Je rappelle la scène d'ouverture, cette scène de masturbation. C'est une façon d'être masqué. C'est toujours, c'est le jeu d'apparence. Les exhibitionnistes, c'est des gens extrêmement pudiques, si j'ose dire. Moi, je suis pas du tout exhibitionniste, mais pas pour autant quelqu'un de dévergondé. Pas du tout. Mais pour moi, c'était une sorte de défi. J'étais sur l'arène avec cet ours français. Très pacifiste. Vous parlez de qui? C'est qui l'ours? Le français, voilà. Et donc je voulais le dompter. Et j'ai réussi à le dompter. Je l'ai raboté et il est devenu loup, un loup russe. Et est-ce qu'on peut écouter le bestiaire que ça donne alors finalement? Un autre extrait de ce roman, c'est page 29. Apprends-moi à ne pas avoir peur des morts. Je te murmurais, Babania. Fatigué, moi, Renardo, moitié morte, moitié je ne sais pas où. Je vois rien, des années comme ça. Vivre, je suis fatigué. Qu'elle me prenne plus vite. Qu'elle vienne la mort. Mon Dieu, je prie. Pas un hiver, pas l'hiver. Tout devient lourd. S'habiller le matin est un exploit. Aveugle, c'est pas grave. En tâtant. On connaît bien le vêtement de vieillesse. Je murmurais, quand tu seras morte, Babania, je vais aller là-bas, sur notre montagne. Alors, souvent, les écrivains étrangers d'expression française sont plutôt au garde à vous, on va dire, de la langue française, dans un respect absolu des règles, et vous, pas du tout. Votre écriture, elle est, je trouve, irrévérencieuse par rapport au bien parlé, par rapport à la langue académique. C'est une langue taillée à la serpe, avec des phrases démembrées, des noms deviennent parfois... Pour moi, c'est couche-toi là, la langue française. Ah bon? C'est-à-dire? Oui, ça veut comme dire... une Marie? Couche-toi là? Couche-toi là. Oui, il y a des noms, par exemple, qui deviennent des verbes, vous dites, par exemple, les mouches nuages. Oui. Oui. Souvent, les critiques sortent de grandes théories, comme quoi vous essayez en fait de rendre compte du chaos intérieur et extérieur. Mais vous, est-ce que vous savez pourquoi vous écrivez comme ça? Parce que pour moi, l'écriture, c'est pas seulement le travail avec la langue, c'est la façon de abluer le français. Façon de abluer. C'est le verbe ablution. Quand vous faites l'ablution. Voyez? Donc, abluer. Une dimitrerie, ça. Oui, c'est une de dimitrerie, n'empêche que ça existe dans les lettrés. Voilà. Vous êtes le premier que j'entends dire ça. Ah, voilà. Donc, abluer, c'est le verbe qui vient de nettoyer le parchemin. Donc, il fallait, pour moi, l'écriture, la vraie écriture, c'est une sorte de tabula rasa. Il fallait abluer le français avec mon expérience personnelle pour rendre cette langue nouveau-née susceptible à me servir, pas pour écrire pour les morts, mais à leur place. Ça change tout. En même temps, vous dites que c'est une langue, c'est comme une langue paternelle, le français, c'est-à-dire? Mais quand vous êtes né d'une mère, les hommes naissent d'une mère, tous. Et l'homme ne peut pas accoucher, ne peut pas faire naître. L'homme peut engendrer, l'homme peut concevoir. Et pour moi, la langue française, c'est une sorte de ma renaissance. Et je suis rené de mon père
en gros, parce que ma mère est morte. Tout ce que j'ai aimé sont soit morts, soit très morts même, et il ne me reste que écrire en français, parler en français, parce que c'est vivant autour de moi. Et j'aime la vie. J'aime, et je l'aime pas. Alors dans votre chaos, dans votre nuit d'écrivain, je dirais, il y a plein de noms qui vous éclairent. On n'a pas le temps de les évoquer tous. Il y a François Villon, c'est assez étonnant d'ailleurs, comme Lanterne. Il y a aussi Dostoïevski, évidemment. Et puis il y a un certain Blaise Pascal. Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous? Pesons le gain et la perte, en pariant que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc qu'il est, sans hésiter. Alors, est-ce que vous êtes joueur, Dimitri Bortnikov? Est-ce que vous avez joué aussi dans votre vie au pari de Pascal? Je suis moi-même un coup de dé de Pascal. Ouais, Mallarmé. D'accord. Ouais. Mais alors, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous avez misé sur la croyance? Ça veut dire pas du tout. Ça veut dire un coup de dé ne peut pas être joueur. Joueur, c'est celui qui décide. Coup de dé, c'est fini. On ne peut plus le refaire. Je suis né dans la croyance. J'ai commencé à prier à l'âge de 4 ans. Avec mon arrière-grand-mère, tous les deux, à genoux, on priait. Pour moi, il n'y avait pas de coup de dé. Moi, je suis même une de dé dans notre couple, moi et mon arrière-grand-mère. Et deux de ces dés, on était face à l'icône. Et pour moi, c'est très important. Être face aux icônes et en même temps savoir ce que l'icône voit quand nous, on le regarde. En sol majeur @rfi.fr. Merci à vous, Dimitri Bortnikov, d'être passé nous voir en sol majeur. Et je rappelle que votre roman, le premier roman que vous ayez écrit en français, s'intitule Repas de mort. Il est publié chez Alia. Et c'est Jean-Sébastien Bach qui va refermer cet en sol majeur. Oh, merci. Donc réactionnaire peut-être, mais oui. Classique définitivement. Oui.